Pour conclure, donc, ce très beau colloque, alors je citerai Guibert que j'évoquais hier, je crois, dans une intervention, et voilà ce qu'écrit Guibert donc, dans la défense du système de guerre moderne. Maintenant, tous les peuples de l'Europe étant en quelque sorte mêlés et confondus par la similitude des principes de leur gouvernement et par celle de leurs mœurs, par la politique, par les voyages, par les lettres, les préjugés nationaux qui les séparaient autrefois n'existent plus. Aujourd'hui, donc, toutes les nations de l'Europe se modèlent les unes sur les autres, mais c'est la constitution et les méthodes militaires que cette imitation est la plus marquée, et c'est dans les constitutions et les méthodes militaires que cette imitation est la plus marquée et la plus générale. Bon, donc c'est Guibert qui nous a inspiré l'idée de ce colloque. Et en effet, se pose ici, posé de façon directe, explicite, de la guerre comme facteur de globalisation. C'est-à-dire facteur, je vais employer même un terme qui était cher à Georg Simmel, facteur d'unification. Je cite justement Simmel, donc sur la sociologie des conflits, sur son livre sur les conflits, je le cite, « Si toute interaction entre les hommes est une socialisation, alors le conflit doit absolument être considéré comme une socialisation. Dans les faits, ce sont les causes du conflit, la haine et l'envie, la misère et la convoitise, qui sont véritablement l'élément de dissociation. Une fois que le conflit a éclaté pour l'une de ces raisons, il est en fait un mouvement de protection contre le dualisme qui sépare et une voie qui mènera à une sorte d'unité, quelle qu'elle soit. » Donc, le conflit comme moyen, donc l'éclatement du conflit comme moyen de restauration de l'unité. Alors, évidemment, Simmel prend soin de préciser que ça ne marche pas à tous les coups. Que quand le conflit c'est une guerre d'extermination, évidemment, là, le processus d'unification, certes existe, mais est un peu radical, puisque on supprime la deuxième part de la dualité. Mais à l'exception donc des conflits de certaines guerres d'extermination, et du coup, finalement, l'immense majorité des guerres à l'époque moderne ne sont pas des guerres d'extermination, sauf certains cas. Dans les conflits religieux, et encore, eh bien, finalement, cette lecture peut être discutée. Et donc, la guerre pourrait ainsi être considérée comme un paradoxal facteur d'unification, associant donc les belligérants dans une culture partagée qui les réunit. De fait, moi je suis assez frappé de voir à quel point effectivement aujourd'hui, que ce soit dans les relations franco-anglaises ou franco-allemandes, à quel point, plutôt franco-anglaise d'ailleurs, à quel point la guerre est un patrimoine commun. Je veux dire, c'est une histoire commune, partagée. Et c'est bien l'occasion de le rappeler en 2015, où on va avoir un certain nombre d'occasions de célébrer ce patrimoine commun entre Azincourt et Waterloo. Bon, c'est sûr que ça marche plus dans un sens que dans l'autre. C'est un patrimoine plus commun dans un sens que dans l'autre. Et donc, la guerre, de fait, fut, on l'a vu, à l'époque moderne, le vecteur de pratiques d'échange, d'influence mutuelle, d'acculturation. Et d'ailleurs, même les figures a priori les plus radicales de l'altérité, telles que par exemple les Turcs ou les Indiens d'Amérique, finirent par entrer dans des relations de proximité et de connaissance mutuelle. Il est intéressant de voir, je m'y arrêterai un tout petit peu, que les figures de l'altérité radicales au XVIIIe siècle, ce n'est pas les Turcs, par exemple. C'est les Kalmouks, ce sont les Tatars de Crimée, c'est les Mongols, mais pas les Turcs, parce qu'on a une pratique commune de la guerre avec eux. Et là, pour le coup, effectivement, une sorte d'illustration, véritablement, de ce que j'entends par la guerre comme facteur d'unification. Alors, bien sûr,
Si cette réduction, en quelque sorte, de l'altérité par le contact de la guerre aboutit bien à un processus d'uniformisation et de globalisation, ce processus ne met pas fin à la conflictualité. Peut-être même, paradoxalement, contribue-t-il à la renforcer, car, comme le démontrent les guerres civiles, il n'existe pas d'inimitié plus forte que celle qui oppose les semblables, et, comme le dit René Girard, la perception de l'altérité dans la guerre renvoie surtout à la perception de soi et au motif universel des conflits, qui est le désir mimétique. Donc, l'abolition de l'altérité et la création de cette unité n'est pas un facteur de solution des conflits. Il peut même être, dans certains cas, un facteur de radicalisation, paradoxalement. Alors, on peut, pour développer cette idée et pour la nourrir un petit peu, constater d'abord, et on l'a vu, on a vu avec les troupes irlandaises en particulier, mais aussi la question sous la Révolution bien, des étrangers dans l'armée. On sait, les armées européennes sont des lieux d'échange, de circulation d'hommes, de façon extrêmement intense, circulation de prisonniers bien sûr, de déserteurs, et puis également présence effectivement dans toutes les armées de mercenaires, et même lorsque le mercenariat sous sa forme, disons, archétypale s'efface, on a toujours les régiments étrangers. Les régiments étrangers, alors bon, il y a beaucoup dans la salle de spécialistes du mercenariat, je vois Walter Bruyère-Hustels, et David qui a écrit sur justement ces entrepreneurs de guerre, même lorsque le mercenariat dans sa forme de référence s'efface au XVIIIe siècle, eh bien, les régiments étrangers sont toujours très importants. Bon, pour aller rapidement, il y a 74 000 étrangers sur 434 000, alors là c'est l'enquête André Corvisier, à un moment donné dans l'armée de Louis XIV. En 1748, il y en a 67 000 sur 395 000, et donc on a une sorte de proportion constante entre la fin du règne de Louis XIV et tout le long du XVIIIe siècle de 17% d'étrangers dans l'armée française. On connaît évidemment la question dans l'armée prussienne pendant la guerre de 7 ans, 46 000 soldats sur 150 000 étaient qualifiés de Ausländer ou de Rotgeschrieben, c'est-à-dire inscrits sur les registres en rouge, c'est-à-dire étant des soldats, alors pas tout à fait étrangers d'ailleurs en l'occurrence, ce qui représente ce qui peut signifier par exemple à ce moment-là plutôt tout simplement des soldats levés en dehors du canton système. Donc une proportion de 31%. Alors dans les armées de type impérial, la tendance est encore plus sensible. On connaît le caractère multinational de l'armée de Philippe II en Espagne, mais aussi le caractère multinational de l'armée impériale au XVIIIe siècle. Selon le prince de Ligne, par exemple, qui est le grand défenseur, parce que le prince de Ligne explique que face à cette uniformisation que j'ai décrite et que Guibert décrit, finalement, la seule armée véritablement multinationale, et à ce titre, c'est le grand... Bon, le prince de Ligne, c'est un condensé de paradoxes, il n'aime que ça, et c'est parce que l'armée impériale est multinationale qu'elle est nationale, parce qu'elle n'est pas ethnique. Elle n'est pas ethnique parce qu'elle est justement, elle est multiethnique, donc elle constitue un assemblage de cultures différentes qui sont constitutifs d'une nation en tant que corps politique. C'est très intéressant l'analyse qu'en fait le prince de Ligne. Eh bien, on le sait, dans l'armée autrichienne, le multilinguisme, on a évoqué cette question de la langue, le multilinguisme est la règle, selon le prince de Ligne. Donc l'allemand était évidemment connu de tous, mais moins utilisé que l'illyrien, le croate, le hongrois, et donc des études ont été réalisées.
Et par exemple, une statistique portant sur la maîtrise linguistique de 42 des officiers du régiment de l'archiduc Charles en 1756 révèle que 33% d'entre eux possèdent 4 langues, 50% en possèdent 3 et 16% en possèdent seulement 2. Enfin, donc, la diversité ethnique et linguistique était évidemment très grande dans les espaces coloniaux. Bon, alors, qu'on avait un petit peu rejeté hors de notre étude, mais qui malgré tout sont présents dans la problématique. On l'a vu en particulier avec Bernard. On ne peut pas évidemment, on ne pouvait pas exclure totalement les espaces coloniaux où les populations autochtones sont intégrées dans des armées de plusieurs façons et selon une très grande diversité de statuts, troupes auxiliaires, milices coloniales, troupes irrégulières, plus ou moins intégrées sous la forme de compagnies franches, ou intégration directe dans les troupes coloniales, sépoy en Inde, leptos en Gorée, volontaires canadiens, chasseurs haïtiens, enfin bon, etc., etc. D'où une très grande diversité de traditions militaires et qui, évidemment, d'abord se voit, c'est la bigarrure des uniformes, mais aussi dans la diversité des pratiques de guerre. Alors, évidemment, cette circulation des hommes fut aussi un vecteur de circulation des techniques et des pratiques. En particulier, alors c'est une dimension qui a été peu évoquée, mais en particulier dans ces zones de contact, dans les marges des empires, notamment où se jouent souvent les processus d'acculturation, de circulation et d'échange. Et précisément, je crois que c'est une modalité d'influence mutuelle et d'acculturation que l'on trouve de façon très nette dans la petite guerre. La petite guerre est une guerre plus ouverte aux pratiques de l'acculturation dès la Renaissance. Le modèle de la cavalerie légère est incarné par des cavaliers croates habitués à se battre aux confins du Saint-Empire et de l'Empire ottoman. L'organisation même militaire des confins de l'Empire, Slavonie, Banat, etc., et orientaux, des confins méridionaux et orientaux de l'Empire, a été propice au développement d'unités mobiles, les hussards, les pandours, les haïdouks, les cosaques, etc., employant donc les méthodes de la petite guerre, de part et d'autre de la frontière, puisque les modèles étaient parfois de part et d'autre totalement identiques. On trouve des pandours du côté ottoman et des spahis du côté impérial, par exemple. Donc, ces traditions ont été intégrées dans les armées occidentales à la faveur, effectivement, d'un processus qui est, de façon exemplaire, un processus d'acculturation. Si on s'intéresse très rapidement, parce que ça avait donné lieu à une belle étude ici, c'est le travail de Benoît Billan sur les hussards, à l'intégration des hussards dans l'armée française. Les premiers régiments, donc, bon, il y a les premières tentatives de 1692-93, bon, les régiments sont supprimés à la paix de Ryswick, mais à partir de 1720, donc, sont créés des régiments de hussards, composés d'officiers hongrois, venus vraiment directement de Hongrie. Puis sont créés des nouveaux régiments de hussards, donc ça c'est les tout premiers, hein, Bercheny, etc. Sont créés de nouveaux régiments de hussards, Beausobre en particulier, et des hussards, cette fois non hongrois, par exemple Rograve qui est liégeois. Et on ne cesse de voir tout au long du XVIIIe siècle que la part des Hongrois recule. A l'inverse, la part des Français augmente. Et à mesure que le recrutement se diversifie et que ces régiments se francisent, le folklore s'institutionnalise. C'est-à-dire que plus ces régiments sont français et plus ils revendiquent une sorte de folklore d'identité hongroise. Alors, selon l'anecdote répétée par tout le monde dont je n'ai pas trouvé l'origine, on disait que dans ces régiments, on était obligé de jurer en hongrois, mais même la constitution de l'uniforme est une constitution de toutes pièces
à partir la collecte d'éléments véritablement folkloriques. C'est-à-dire que l'uniforme des Hongrois, enfin des hussards français, en fait, est un assemblage à partir d'éléments jugés représentatifs. Et on le voit au moment de l'intégration ultime, c'est-à-dire au moment où ces régiments ne sont plus quasiment composés que de Français, sous l'Empire, avec ces traditions revendiquées, donc les fameuses cadenettes, etc. Bon. Donc là, il y a un élément véritablement très, très intéressant qui va effectivement jusque dans le développement d'un véritable folklore qui passe par l'affirmation d'une identité dont l'uniforme devient un support. Et ça, c'est un phénomène aussi récent, puisque évidemment les uniformes dans les armées occidentales sont récents. En France, c'est vers les années 1680, et c'est effectivement donc très tardif, et il y a une volonté d'investissement symbolique dans les uniformes, alors qui ne se voit pas a priori pour les uniformes des unités ordinaires, qui sont tous plus ou moins les mêmes, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des réticences contre les uniformes. Mais lorsque, par exemple, on crée, Rémi Masson n'est plus là, mais on crée la compagnie des grenadiers à cheval, on leur crée un uniforme à l'oriental, avec un armement à l'oriental pour bien montrer, alors pour bien suggérer leur sauvagerie, je rappelle que la devise des grenadiers à cheval, c'est la terreur et la mort, donc voilà, au moins les choses sont claires, et donc on est en 1676, et on crée de toutes pièces un folklore, alors qui alors lui pour le coup n'est pas du tout localisé, on ne sait pas d'où viennent ces traditions vestimentaires. C'est en quelque sorte les hussards, les grenadiers à cheval dans leur accoutrement, j'allais dire, c'est un petit peu les ancêtres des zouaves, parce que alors là, en termes d'accoutrement, les zouaves, c'est quand même un sommet au XIXe siècle, un accoutrement totalement non fonctionnel, rien que la ceinture, il faut être quasiment 3 pour la mettre. Bon, donc, on le voit là, ces pratiques d'acculturation, elles s'investissent dans les apparences, dans les uniformes. Et là, c'est un appel au peuple que je fais, je vous propose de relayer. On manque toujours d'une étude en histoire militaire sur l'histoire des uniformes. Mais une vraie, évidemment, pas des trucs pas les travaux de fétichistes qui ont été jusqu'à présent réalisés. Alors, bon, on a Boris Bouget ici du musée de l'armée. C'est un travail d'historien. C'est pas que les conservateurs ne font pas de travail d'historien, mais une analyse au sens de la culture des apparences, comme dirait Daniel Roche, des pratiques de l'uniforme. Alors, donc c'est pas seulement dans les pratiques de combat, c'est donc effectivement aussi dans ces cultures de l'apparence. Dans les espaces coloniaux, puisque je l'évoquais, je vais parler rapidement, en Amérique, les officiers des armées européennes, donc françaises et anglaises en particulier, rencontrent des pratiques de petite guerre, qu'ils qualifient donc de guerre à la sauvage, avec laquelle ils sont en réalité parfaitement familiarisés grâce à l'exportation en Amérique d'une culture de la petite guerre qu'eux-mêmes ont pratiquée en Europe. C'est le travail d'Arnaud Balvet sur les officiers. Mais vous avez un témoin comme Pierre Pouchot, par exemple, qui est véritablement un passeur d'influence. En ce qui concerne donc cette fois plutôt donc la Grande Guerre, c'est-à-dire donc l'art de la guerre qui se pratique sur les champs de bataille, qui s'expose dans les livres, les influences là empruntent d'autres modalités, en plus de celles qu'on vient de voir, et qui produisent elles aussi un processus d'uniformisation. Pendant la Renaissance, donc, le modèle des armées occidentales se pense en référence au modèle antique, tel qu'il s'est diffusé dans les traités, tels que celui de Végès, et auquel la diffusion de l'imprimé donne une très large audience. Il y a une dimension, et là on l'a vu à travers plusieurs formes d'imprimé, il y a une dimension d'unification par l'imprimé. De ce point de vue-là, il y a véritablement, dans la période moderne,
une révolution militaire de l'imprimé, ou une révolution de l'imprimé militaire, comme on voudra. Mais c'est un phénomène, me semble-t-il, qui mériterait d'être documenté, d'être étudié, de même que Elisabeth Eisenstein a montré la contribution de l'imprimé à la révolution scientifique. Je pense qu'il pourrait être aussi intéressant d'étudier la contribution de l'imprimé à la révolution militaire, et notamment à la normalisation, aux éléments de normalisation, de mathématisation et de réduction en art. Le support imprimé apporte quelque chose, en particulier les fameux schémas de Machiavel, etc., qui ont été des éléments véritablement moteurs dans le principe de la mathématisation de l'art de la guerre. Et donc, du coup, on voit au cours de l'époque moderne se constituer, alors, une sphère publique, appelons-la comme ça, européenne. Bon, je sais, Émilie, que ça doit se discuter, mais bon, appelons ça comme ça. Alors, qui repose bien sûr sur la diffusion de l'imprimé, mais pas seulement, on l'a vu. Il y a aussi les échanges de correspondances, de mémoires, etc. En tout cas, une forme européenne de diffusion et d'appropriation de littérature militaire sous toutes ses formes. On le voit sans doute culminer à deux moments. Bien sûr, il y a la Renaissance, et l'autre, c'est dans les suites de la guerre de 7 ans, cette profusion d'écrits militaires qui sont des écrits et qui entretiennent un débat à l'échelle européenne. Vous voyez comment les campagnes de Frédéric sont commentées d'abord par l'anglais Henry Lloyd, l'allemand Tempelhof, le français Guibert, qui se citent mutuellement, et je n'en ai cité que quelques-uns. Alors, cette diffusion européenne des idées reflète donc une certaine uniformisation des pratiques qu'évoquait Guibert et que le prince de Ligne confirme lorsqu'il écrit « Bientôt, on ne reconnaîtra plus les armées, presque toutes veulent devenir celles de Frédéric ». Alors, ce mouvement concerne l'Europe, bien sûr, mais il peut s'étendre aussi au-delà de ses frontières, et en particulier, une fois de plus, dans la confrontation avec les armées de l'Empire ottoman. On pourrait s'attendre à voir caractériser les soldats turcs comme des ennemis irréductibles, incarnant une forme d'altérité absolue, donc au nom du motif religieux. Or, dans la littérature militaire, les soldats turcs apparaissent bien sûr comme des adversaires, voire des ennemis, mais plutôt comme des ennemis familiers. Par exemple, Montecuccoli, qui a combattu les armées ottomanes entre 1661 et 1664, notamment à la bataille du Saint-Gothard. Dans ses mémoires, il étudie donc l'organisation politique et militaire de l'Empire ottoman afin de trouver le meilleur moyen de le combattre. Il considère donc souvent cette organisation militaire comme un modèle qui renvoie les armées européennes à leurs propres insuffisances. Par exemple, les peuples barbares mettent leur principal avantage dans le grand nombre et dans la fureur. Les milices bien disciplinées le mettent dans la valeur et dans le bon ordre. Eh bien, où se situe la fureur et où se situe le bon ordre pour Montecuccoli? Bien, la fureur, c'est plutôt du côté européen, et le bon ordre, c'est souvent du côté ottoman. Par exemple, lorsqu'il décrit les soldats ottomans, ils sont très obéissants dans l'observation de leurs lois, dans leur règlement d'habiter par chambrée, très exacts au silence, à la prière, au respect pour les officiers, à l'exécution prompte de leurs ordres. Ils sont sobres dans leurs vivres, se contentant de boire de l'eau et de manger du riz et du mouton une fois le jour, ne corrompent point leur complexion par des excès. Voilà ce qui les rend sains et robustes. Vous avez là la figure du soldat idéal. Tous les traités militaires du XVIIe expliquent que c'est comme ça que doit se comporter le soldat idéal. Donc, effectivement, le soldat ottoman correspond en tout point à cela. Alors, cette familiarité avec les Turcs, effectivement, fait qu'on a le sentiment, finalement, que l'altérité se déplace sans cesse et qu'elle se reporte sans cesse toujours plus loin.
Et au XVIIIe siècle, je le disais rapidement, l'altérité, eh bien, elle prend une autre figure que la figure du Turc. C'est plutôt celle que j'évoquais tout à l'heure, qui est celle du Kalmouk. Alors, justement, je voudrais vous évoquer une petite anecdote que j'aime beaucoup, donc ceux qui suivent mon séminaire ont déjà entendu une dizaine de fois, qui est une anecdote racontée dans les années 70 par Jacob Cognazzo, qui est un officier d'origine italienne qui sert dans l'armée d'Autriche, et qui raconte qu'un officier autrichien a eu l'idée, pour entraîner ses soldats au tir, de faire fabriquer des cibles et de peindre ces cibles à l'effigie de grenadiers prussiens. Et donc, pour rendre la chose plus réelle, plus actuelle, les soldats confrontés à ces effigies de grenadiers prussiens refusent de tirer, en disant « ça ne se fait pas, on ne tire pas sur les gens comme ça ». Et Cognazzo a une réaction indignée à propos de l'officier qui a eu cette idée stupide. Il dit « Je ne sais pas moi-même pourquoi on a, pour cette représentation, emprunté justement les objets du voisinage, non plutôt de l'empire du Grand Mogol, ou des déserts de Libye, ou mieux encore de la comédie italienne, qui nous propose à cet usage des scapins et pantalons. » Voilà, Cognazzo déplore le manque d'altérité. Le grenadier prussien appartient au voisinage. Et donc, il n'est pas suffisamment autre, alors que les soldats de l'Empire du Grand Mongol ou des déserts de Libye, eux, donnent ce qu'il faut en termes d'altérité. C'est ce que explique von Archenholz dans son histoire de la guerre de 7 ans. Il évoque justement l'arrivée des Kalmouks lors de la campagne de 1757. Et voilà ce qu'il dit. Ce peuple, qui portait alors pour la première fois les armes contre des Germains, était le plus sauvage de tous les ennemis de Frédéric. Également indigne de combattre une nation civilisée et d'appuyer une armée mieux disciplinée, à qui il était incapable de faciliter la victoire par la force des armes. L'armée russe souffrait au contraire beaucoup de ces ravages et voyait rejaillir sur elle la honte qui résultait de toutes ces horreurs. Ces hordes tiennent de l'état des sauvages plus que celui des autres peuples barbares, leur religion est la païenne. Et en réalité, ce qui les rend absolument étrangers, c'est que c'est la première fois qu'on fait la guerre avec eux. Et donc, précisément, on voit bien comment là, le défaut de guerre crée l'altérité. Il n'y a rien de tel pour se faire des amis que de leur faire la guerre. Alors, revenons par exemple, justement pour évoluer, aller un petit peu plus rapidement vers la fin, revenons à Montecuccoli, pour qui l'altérité, justement, ne se situe pas, on l'a vu, ou pas suffisamment chez les soldats ottomans. L'altérité, elle est intérieure. Ce sont les protestants. La pratique de la guerre, selon Montecuccoli, renvoie les États chrétiens à leurs imperfections, et surtout la chrétienté à sa division. Voilà comment Montecuccoli raconte la mort de János Kemény, prince de Transylvanie, dans un affrontement contre les Turcs en 1664. Je cite Montecuccoli. « Telle fut la fin de János Kemény, prince qui avait de grandes qualités et une longue expérience dans la guerre. Mais dans cette dernière expédition, il fit voir peu de prudence et agit comme un homme qui s'abandonne à sa destinée. » Commencez déjà à voir un homme qui s'abandonne à sa destinée, ça sent un petit peu la prédestination. Il mourut ainsi surpris, trahi et défait, peut-être pour punition de la foi qu'il avait à la destinée comme étant calviniste. Et donc voilà comment effectivement l'altérité est à trouver du côté du ressort intérieur. Et donc la foi dans la destinée est présentée par Montecuccoli comme un des fondements du courage des soldats turcs, d'ailleurs, qui, croyant à leur destinée, s'engagent dans la guerre sans souci de se préserver. C'est ce qui fonde leur avantage. Mais dès lors que cette foi dans la destinée s'applique à des soldats européens, elle devient un facteur qui
perturbe et qui dévalue l'art de la guerre. Et donc, d'après Montecuccoli, on pourrait peut-être presque poser l'hypothèse que dans la guerre, le problème essentiel n'est donc pas la définition de l'autre, mais la définition de soi. Au XVIIIe siècle, donc, alors que triomphe le modèle prussien et l'idée d'un art de la guerre unifié, se pose la question des modèles nationaux, ou plus précisément, selon l'expression française, d'un système de guerre nationale. Si la guerre, comme le prétend Guibert, forme un système global où les identités se dissolvent, alors comment y exprimer une identité guerrière? La façon de Voltaire, par exemple, présente cette question dans son poème « La bataille de Fontenoy » est révélatrice. Dans son récit de la bataille, il trace, je le cite, le portrait des nations qui se sont affrontées en présentant chaque nation selon les stéréotypes en usage. Il a été attaqué pour cela, mais donc on voit que l'anglais est flegmatique, que l'allemand est discipliné, etc. Et Voltaire se trouve attaqué pour cette raison. Et voilà comment il se défend dans une édition ultérieure du poème de Fontenoy. Il dit « On a peint avec des traits vrais mais non injurieux les nations dont Louis XV a triomphé. Quand on a dit des Anglais, donc il se cite lui-même, la férocité le cède à la vertu. On a eu soin d'avertir en note dans toutes les éditions que ce reproche de férocité ne tombait que sur les soldats. En effet, il est très véritable que lorsque la colonne anglaise déborda Fontenoy, plusieurs soldats de cette nation crièrent « No quarter », point de quartier. On sait encore que quelques fantassins anglais s'acharnèrent contre nos soldats, dans les charrettes même où l'on transportait les vainqueurs et les vaincus blessés. Les officiers, qui ont partout à peu près la même éducation dans toute l'Europe, ont aussi la même générosité. Mais il y a des pays où le peuple abandonné à lui-même est plus farouche qu'ailleurs. On n'en a pas moins loué la valeur et la conduite de cette nation, et surtout, on a cité le nom de monsieur le duc de Cumberland qu'avec éloge que sa magnanimité doit attendre de tout le monde. Donc en opposant les officiers qui ont partout à peu près la même éducation dans toute l'Europe, au peuple abandonné à lui-même, donc, Voltaire posait la question de la définition de la nation. Et c'est autour de cette question que le débat s'est cristallisé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'un système de guerre nationale dans un système global qui tend à unifier les pratiques et les cultures de guerre? La réponse, comme le démontre Voltaire, n'est pas de nature culturelle. En effet, la confrontation des identités nationales, religieuses à l'altérité est en réalité un problème de nature politique, non pas de définition de l'autre, mais de définition de soi. C'est fini.